Donc nous allons parler de l'interprétation des sites de hauteur dans l'ouest de l'Irlande. Donc des recherches récentes sur plusieurs sites de hauteur dans le nord-ouest de l'Irlande ont soulevé la question de leur interprétation comme habitat. Une grande partie des sites sont attribués au bronze final, mais plusieurs ont également livré des dates attribuables au néolithique et aux premières phases de l'âge du bronze. Conventionnellement, les sites du bronze final ont tendance à être inclus dans la catégorie des îles fortes, enceintes fortifiées de hauteur. Mais l'utilité en fait de ce type de catégorie aussi large est de plus en plus remise en question. De nombreux sites en question sont ainsi situés dans des endroits très exposés et parfois à proximité de sites mégalithiques plus anciens. Certains des sites, mais pas tous, étaient fortifiés et également durant la protohistoire. Si certains ont livré un grand nombre de restes de bâtiments circulaires, ils ont en général peu de traces d'occupation à long terme. Ce qui a amené les chercheurs irlandais à envisager d'autres utilisations, et comme propose en fait Stefan Berg, des lieux cérémoniels de regroupement, utilisés seulement épisodiquement. Alors, un petit rappel rapidement des différents types d'habitats que l'on peut trouver en Irlande. Vous avez dans un premier temps en fait les roundhouse, ou alors structures circulaires, qui se présentent la majeure partie du temps de façon isolée, mais on assiste à des regroupements ponctuels, comme ici en fait le site de Corstone, dans le comté de Londonderry. Alors les questions fondamentales ici, donc vous voyez aussi également sur le site différentes phases, différentes couleurs. Et donc il se pose la question de savoir en fait comment ces sites, comment ces roundhouse se sont regroupés et aussi pourquoi. Le second type d'habitat, il s'agit des crannogs. Alors les crannogs, ce sont des îles artificielles sur lesquelles en fait on a implanté des habitations, enfin des structures circulaires toujours. Et donc vous avez aussi une petite représentation. Alors elles sont majoritairement attribuables au Moyen-Âge, mais on en connaît quand même quelques-unes qui ont montré une occupation de l'âge du bronze. Et puis pour finir, nous avons les îles fortes, les sites de hauteur. Alors, on compte environ une centaine d'îles fortes en Irlande. Ils ont une superficie entre 1 et 10 hectares. Parfois, ils sont plus petits et parfois, évidemment, ils sont beaucoup plus gros. Ils ont des altitudes moyennes entre 100 et 300 mètres, mais certains, évidemment, ont des altitudes plus importantes, au-delà de 400 mètres, et notamment, en fait, le site le plus haut se situe à 756 mètres. Alors, il possède systématiquement une situation stratégique particulière, dominant de vastes territoires, qui permet en fait de voir l'île forte, mais aussi en fait donc de voir la plaine dominante, mais aussi de voir en fait l'île forte. Et souvent, en fait, la majeure partie du temps, il se développe à proximité ou autour de sites mégalithiques. Alors, il faut savoir qu'il y a très peu d'îles fortes fouillées en Irlande, et ils sont principalement, en fait, dans le sud de l'île, parce qu'ils ont été principalement fouillés par les écoles de Dublin et Cork. Et pour rappeler qu'il y a toujours très peu de structures internes à l'intérieur, à part d'un type particulier d'îles fortes, donc que nous allons aborder. Pardon. Donc, on classe majoritairement les îles fortes en 3 parties, alors qu'en Grande-Bretagne, donc la majeure partie des îles fortes sont majoritairement attribuables à l'âge du fer, avec quelques rares exceptions au bronze final. En Irlande, il n'y a aucun île forte de l'âge du fer. Tous les sites de hauteur sont attribués soit au néolithique, soit à la fin de l'âge du bronze. On distingue 3 types de îles fortes basées sur l'architecture principalement qui restent visibles. Alors, il y a la classe 1, ce sont les sites qui disposent d'un seul système de rempart, comme celui qui est présenté là. C'est le type le plus fréquent, et à l'exception de très très rares cas, en fait, il n'y a toujours aucune structure circulaire. La seconde classe correspond aux sites qui disposent de remparts plus complexes, donc à l'image de celui-ci, mais aussi de ce que les Irlandais appellent les sites princiers, comme Rasgal. Alors, les sites princiers, ce sont des sites de l'âge du bronze, donc des îles fortes, avec un système de remparts assez complexe,
qui ont livré énormément de traces de production métallique, céramique, donc une activité artisanale très importante sur le site, et qui, à l'âge du fer, se sont déplacés, et on a donc systématiquement le complexe d'un site de l'âge du bronze, un site de l'âge du fer. Et en réalité, le site princier, c'est le site de l'âge du fer, parce que celui-ci est généralement documenté par la tradition littéraire irlandaise. La troisième classe de îles fortes, alors ce ne sont pas les vraies îles fortes, ce sont les éperons barrés. Alors toujours, il y a très peu d'éperons barrés, on en compte à peine une dizaine, et ils ont rarement de structure à l'intérieur, à l'exception de celui de Knockjude, en fait, mais c'est en Irlande du Nord. Donc, avec tous ces sites, il se pose la question, en fait, évidemment, de la relation entre les différents types d'habitats, entre les structures circulaires, mais aussi les îles fortes et les crannogs. Sachant que si les structures circulaires ont livré très peu, en fait, de mobilier, les crannogs, on en livrait un petit peu plus, et les îles fortes livrent également très peu de mobilier, à l'exception des sites princiers. Alors, dans l'ouest de l'Irlande, on a également 2 sites fouillés qui possèdent des structures internes et qui entourent systématiquement un cairn néolithique. Alors, je vais utiliser le pointeur. Alors voilà. Donc, vous avez ici un regroupement en fait sur le site de Mullaghfarna, donc qui est évidemment un site de hauteur sur un plateau. Vous avez ici donc la représentation des 150 roundhouse, et ici, en fait, sur la hauteur qui est ici, on le devine ici, en fait, le cairn mégalithique. Et donc, vous avez également le rempart, que l'on devine assez mal ici. Mais voilà, donc en fait, c'est le schéma que l'on retrouve souvent avec ce mégalithe qui domine en fait les structures circulaires et le rempart qui entoure le tout. Alors ce site a été fouillé par Stephen Burke de l'université de Galway et en fait il est principalement attribuable au néolithique moyen avec quelques rares datations du début de l'âge du bronze. Le second site qui est Turlough Hill, alors toujours une hauteur, un sommet très plat comme vous pouvez le voir et puis un mégalithe qui est entouré par des structures circulaires, avec ici en fait peut-être une division en fait de l'espace que l'on ne devine pas ici. Et donc, alors malheureusement pour lui, Ross O'Maldwyn, qui a fouillé en fait le site de Turlough, n'a pas du tout trouvé de mobilier ni de charbon. Donc en fait, le site est attribuable au néolithique par défaut, et en comparaison en fait avec Mullaghfarna. Donc voilà. C'est avec ces problématiques, en fait, est-ce que toutes les roundhouse sont attribuables au néolithique? Est-ce que ce type de île forte est systématiquement attribuable au néolithique? Que nous avons décidé, avec Dirk et Cormac, en fait, d'aller étudier en fait, le site de Knocknashee, dans le comté de Sligo. Il faut savoir qu'il possède une situation très particulière, puisque, alors, de ce côté-là, en fait, il a vu sur le site de Carrowkeel, qui est une des plus grosses concentrations de cairns mégalithiques du néolithique en Irlande, qui est un magnifique site. Et puis, de ce côté-là, en fait, il a vu sur le site, sur le cairn de la Reine Maeve, qui est l'un des plus gros cairns néolithiques également, en fait, irlandais, avec Newgrange. Donc, comme vous pouvez le voir sur cette photo, il a donc une altitude de 261 mètres, une superficie de 21 hectares, ce qui fait un île forte particulièrement important, en fait, par sa taille. Une position donc remarquable au sein du territoire, comme je vous l'ai expliqué, et au départ, les premières recherches donc, avaient identifié une quarantaine en fait, de structures circulaires que vous pouvez voir, et évidemment qui sont encadrées par les deux mégalithes, qui font 28 mètres de diamètre et qui ont une hauteur conservée de 2 et 1 mètre. Alors, la plupart de ces sites, en fait, anciennement étaient interprétés comme, notamment les roundhouse, comme les constructeurs, en fait, des cairns, en fait. On interprétait ça, voilà, anciennement. Une petite anecdote aussi sur le site
de Knocknashi, pardon, est très sensible. Voilà. C'est en fait, dans la tradition locale, le site de Knocknashi est interprété en fait comme le palace des fées. Et on a en fait au pied du site un petit musée qui est consacré aux fées. Alors on voit bien la représentation de l'architecture circulaire, mais en fait d'un point de vue aussi plus pragmatique, le site est aussi souvent mentionné en fait dans des chansons traditionnelles irlandaises, et ça illustre vraiment en fait l'importance en fait du hill et l'importance du site en fait dans la tradition locale irlandaise. Voilà. Donc nous avons investi le site. Donc, les premières données, en fait, indiquent non pas 40, mais 50 structures circulaires et 16, en fait, possibles qui nous restent encore à identifier et à étudier. La possibilité également d'un second rempart qui est ici. Alors, de ce fait, l'île forte qui était considérée comme un île forte de classe 1, donc avec en fait, un seul système de rempart, apparaît de ce fait beaucoup plus compliqué, et il pourrait être un île forte de classe 2. Et puis peut-être également, comme sur les sites précédemment de Turlough Hill, deux zones. Donc une zone qui pourrait regrouper les cairns et une seconde zone ici, avec peut-être éventuellement ici une zone de passage, donc une structuration de l'espace. Et donc évidemment, au départ, le site était interprété comme un site du néolithique, à l'image des deux sites précédents. Donc voilà la zone que nous avons choisi d'explorer. Elle se présente sous la forme en fait, de trois structures circulaires, la 18, la 19 et la 20. Voici ici en fait la structure circulaire numéro 19 avec Cormac, le directeur du chantier en fait, dessus, et dans l'état où elles sont conservées actuellement. Donc voici une autre représentation, et donc vous voyez ici donc, les structures circulaires, ainsi en fait que le sondage que nous avons fait. Ici, une photo aérienne du sondage, avec, vous le devinez, en fait, la première structure circulaire ici, enfin la numéro 20, ici la 19, et ici, en fait, la 18. Donc voici la structure 20 sur laquelle en fait on va s'arrêter un petit peu plus particulièrement parce que c'était celle qui était la mieux conservée. Donc vous devinez le mur ici. Donc nous avons procédé d'abord à un sondage comme vous pouvez le voir et puis un élargissement pour comprendre en fait la structuration du site et également pour avoir en fait une vue un peu plus détaillée en fait de l'intérieur de la roundhouse. Donc voici un détail du mur. Donc le mur en fait se présente avec un cœur, avec un mélange en fait de terre et de pierre, et recouvert en fait par un parement de pierre. On devine ici probablement l'empreinte en fait d'une sorte de tranchée. Donc voici ici la structure 18. Alors la structure 18, on l'a juste, en fait, on a juste élargi pour voir le mur. On n'a pas du tout fouillé l'intérieur, et il semblerait en fait que c'était un mur probablement démantelé, et donc une réutilisation des pierres. Le mobilier y est très peu, en quantité très limitée, ce qui n'est pas surprenant sur les sites irlandais. Donc une lame en silex probablement attribuée à la fin du Mésolithique et donc qui est probablement d'origine résiduelle et donc qui atteste peut-être de la visite de personnes au Mésolithique. Quelques éclats en fait qui sont attribuables à l'âge du bronze et que l'on retrouve en fait assez fréquemment sur les sites, les roundhouses de l'âge du bronze. Quelques tessons. Et puis un énigmatique disque en pierre. Alors on en a d'autres en fait plus ou moins complets sur d'autres îles fortes. Voilà. Donc vraiment un mobilier très peu. Les datations en fait principalement provenant de la structure 20 et 19 montrent
une datation majoritairement de la fin de l'âge du bronze, et on n'a absolument aucune trace de néolithique. Donc pour finir, les premières datations ainsi que les données de la fouille indiquent plutôt une occupation unique des 3 structures circulaires de la fin de l'âge du bronze. Et donc, en fait, la question de savoir s'il s'agit d'une occupation unique pour tout le site, en fait, devra être complétée par des études postérieures. La question du site reste ouverte, de savoir la fonction du site, donc de savoir si c'est une occupation domestique ou autre chose, en fait, donc reste ouverte. Voilà. Donc actuellement, Knocknashie est le seul île forte non princier disposant en fait de structures circulaires, donc ce qui est quand même assez rare, attribuable au bronze final dans l'ouest de l'Irlande. Donc la faible quantité aussi, je voulais insister dessus, la faible quantité du mobilier et l'absence de foyer, en fait, n'est absolument pas rare en Irlande. Et en fait, toutes les occupations de l'âge du bronze, et notamment les randos, n'en disposent pas. Donc c'est pas surprenant, mais ça va dans le sens en fait d'une occupation domestique. Mais évidemment, tout cela sera complété en fait par de plus amples recherches et notamment en fait par l'étude du système défensif et des remparts. Et également, on aimerait savoir si toutes les rondos ont les mêmes datations ou si on peut voir en fait une évolution de l'habitat et s'il y a plusieurs phases de construction de ces structures circulaires. Merci beaucoup.